La pluie de Portland tombait comme des larmes glacées tandis que je marchais dans Northwest Lovejoy Street, chaque pas me rapprochant d'une décision que je n'aurais jamais pensé devoir prendre. La clinique était là, ses fenêtres éclairées perçant le brouillard matinal, et à l'intérieur se trouvait le seul espoir qui me restait de ne pas voir mes enfants entre les mains d'une femme que je ne reconnaissais plus. « N'entre pas là-dedans, mon garçon. » Cette voix rauque m'a fait m'arrêter brusquement sur le trottoir mouillé. Une femme âgée était assise sur le banc près de l'entrée, ses yeux perçants fixés sur moi avec une intensité qui m'a donné des frissons. Elle tenait une tasse de café qui devait être froide depuis des heures, mais ses doigts ne tremblaient pas malgré le froid. « La juge n'a pas été juste avec vous, » a-t-elle poursuivi, comme si elle savait déjà exactement pourquoi j'étais là. Quelqu'un l'a acheté. Mon cœur s'est emballé. Comment diable savait-elle pour le procès? Pour l'audience de garde qui s'était terminée il y a seulement 12 heures? Pour le terrible sentiment que tout avait été monté contre moi depuis le début? Je m'appelle Mika, j'ai 32 ans et jusqu'à hier, je croyais au système judiciaire. Je croyais qu'un père dévoué, qui travaillait 2 fois plus pour subvenir aux besoins de sa famille, qui n'avait jamais élevé la voix contre sa femme, aurait au moins une chance équitable de voir ses propres enfants. Mais lorsque je suis sorti de cette salle d'audience, le marteau de la juge Patricia Monroe résonnant encore dans mes oreilles, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de profondément malsain dans toute cette mise en scène. La femme s'est levée lentement, sans jamais quitter mon regard. « Vous savez que j'ai raison », a-t-elle murmuré. « Vous l'avez vu dans ses yeux. La décision était déjà prise avant même que vous n'entriez dans cette salle. » Elle avait raison, et cela me terrifiait. Pendant toute l'audience, la juge Monroe m'avait à peine regardé. Ses questions à mon avocate étaient tranchantes, presque hostiles, tandis qu'elle traitait l'équipe juridique de Rebecca avec une déférence qui frôlait le surréel. Comme s'ils s'étaient déjà mis d'accord. « Qui êtes-vous » ai-je réussi à demander, mais lorsque j'ai cligné des yeux à nouveau, la femme avait déjà disparu entre les voitures garées, ne laissant derrière elle que l'écho de ses paroles et un froid qui ne venait pas du climat de Portland. Je suis resté là pendant de longues minutes, la pluie trempant ma veste, mon esprit passant en revue les souvenirs de l'audience. Rebecca était arrivée avec 3 avocats, tous vêtus de costumes qui coûtaient plus cher que mon salaire mensuel. Je n'avais que Jennifer Walsh, une avocate commis d'office surchargée qui semblait plus intéressée par la clôture rapide de l'affaire que par ma défense. Le pire, c'étaient les jumeaux. Mes enfants qui n'étaient même pas encore nés, mais dont l'avenir avait déjà été décidé par des personnes qui, je commençais à le soupçonner, ne se souciaient pas le moins du monde de leur bien-être. Rebecca avait complètement changé après avoir découvert sa grossesse. La femme affectueuse que j'avais connue s'était transformée en quelqu'un de froid, calculateur, obsédé par l'argent et le statut social. Maintenant, debout devant cette clinique, je comprenais qu'il y avait 2 choix. Accepter une défaite qui semblait manipulée depuis le début, ou commencer à poser les bonnes questions. Les questions qu'une femme mystérieuse venait de semer dans mon esprit. Je tournai le dos à la clinique et commençai à marcher vers ma voiture. Pour la première fois en 24 heures, je sentis autre chose que du désespoir couler dans mes veines. Je sentis de la détermination. Et si vous aimez cette histoire de lutte contre un système corrompu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car ce que j'allais découvrir dans les jours suivants au sujet de la juge Patricia Monroe et de ma propre femme allait non seulement changer ma vie, mais aussi révéler au grand jour un réseau de corruption dont personne n'avait soupçonné l'existence. L'audience de mise en détention avait eu lieu 24 heures plus tôt, mais je pouvais encore sentir l'odeur de cette salle. Du vieux papier, du désinfectant bon marché et quelque chose de plus subtil que je ne pouvais identifier que maintenant, l'odeur de la peur. Pas ma peur, mais celle de mon avocate, Jennifer Walsh, qui était entrée dans cette salle déjà vaincue. Rebecca est arrivée avec 15 minutes de retard, comme elle le faisait toujours lorsqu'elle voulait faire forte impression. Elle était accompagnée de 3 avocats, tous vêtus de costumes qui coûtaient plus cher que mes 2 mois de salaire de technicien en électronique. Elle portait une robe bleu marine conservatrice que je n'avais jamais vue auparavant, les cheveux attachés en un chignon qui criait « mère responsable », un maquillage discret qui cachait complètement la femme que je connaissais. La femme qui fumait 2 paquets par jour quand elle était stressée. La femme qui laissait la nourriture pourrir dans le réfrigérateur pendant des semaines. La femme qui m'avait crié dessus la semaine dernière parce que je lui avais demandé pourquoi elle avait besoin de 5 000 $ pour des frais médicaux, alors que son assurance couvrait tout. « Votre Excellence », a commencé Marcus Hartwell, l'avocat principal de Rebecca, « ma cliente est profondément préoccupée par la stabilité financière et émotionnelle du père des jumeaux. » La juge Patricia Monroe a acquiescé gravement, comme si elle écoutait une révélation choquante plutôt que des allégations creuses. Ses yeux ne se sont même pas tournés vers moi. C'était comme si je n'étais qu'un meuble de plus dans la pièce. Monsieur Mika a des antécédents professionnels instables, a poursuivi Hartwell, feuilletant des documents avec l'air de quelqu'un qui révélait des secrets d'État. Il a changé 4 fois d'emploi au cours des 2 dernières années. Jennifer aurait dû protester.
Elle aurait dû expliquer que j'avais été promu 3 fois, changeant d'entreprise pour évoluer professionnellement. Que mon salaire avait doublé pendant cette période. Que j'avais des références impeccables de tous mes superviseurs. Au lieu de cela, elle a simplement noté quelque chose sur son bloc-notes, comme si elle faisait une liste de courses. De plus, a poursuivi Hartwell, il y a des rapports faisant état d'un comportement agressif lors de discussions sur les dépenses liées à la grossesse. Mon estomac s'est noué. Agressif était le mot que Rebecca utilisait lorsque je lui demandais pourquoi elle avait besoin d'une chambre entièrement rénovée pour des bébés qui n'étaient même pas encore nés, ou pourquoi ses consultations médicales coûtaient 3 fois plus cher que la normale alors que notre assurance maladie était excellente. La juge Monroe m'a finalement regardé, mais c'était un regard qui me faisait me sentir comme un accusé plutôt que comme un père luttant pour ses droits de visite. « Monsieur Mika », a-t-elle dit, d'une voix empreinte d'une autorité qui semblait disproportionnée par rapport à la situation, comprenez-vous la gravité des allégations ? Jennifer m'a touché le bras, un geste subtil me disant de ne pas trop répondre. Mon client nie catégoriquement tout comportement inapproprié, votre honneur. C'est un père dévoué qui travaille 2 emplois pour subvenir aux besoins de sa famille. Travailler trop peut être interprété comme de la négligence émotionnelle, a rétorqué Hartwell avec une rapidité qui suggérait que l'objection avait été anticipée. Et la juge acquiesça. Elle acquiesça comme si cette logique tordue était tout à fait sensée. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Peu importait ce que je disais, les preuves que Jennifer présentait ou le nombre d'heures supplémentaires que j'avais effectuées pour payer les frais médicaux de Rebecca. La décision avait été prise avant même que nous entrions dans cette salle. Rebecca m'a regardé une seule fois pendant toute l'audience. C'était lorsque la juge annonçait qu'elle obtiendrait la garde principale des jumeaux à leur naissance. Ce n'était pas un regard de victoire ou de satisfaction. C'était un regard d'une froideur pure et calculatrice, comme si elle calculait la valeur de chaque geste. La garde principale signifiait que je verrais mes enfants un week-end sur 2. Cela signifiait que toutes les décisions importantes concernant leur vie seraient prises par une femme qui avait complètement changé depuis qu'elle avait découvert sa grossesse. Cela signifiait que je deviendrais un simple visiteur dans la vie de mes propres enfants. La décision est prise, a annoncé la juge Monroe en frappant le marteau avec une détermination qui a résonné dans la salle comme un coup de feu. Affaire suivante. Affaire suivante. Comme si les 18 prochaines années de ma vie et l'avenir de mes enfants n'étaient qu'un point de plus à son agenda. Je suis sorti de cette salle avec l'impression d'avoir été renversé par un camion. Jennifer a murmuré quelque chose à propos d'éventuels appels, mais sa voix semblait lointaine, sans conviction. Elle pensait déjà au prochain client, à la prochaine affaire perdue. Rebecca m'a croisé dans le couloir sans un mot. Ses avocats l'entouraient comme des gardes du corps protégeant une célébrité, tous chuchotant entre eux avec des expressions satisfaites. J'ai entendu des bribes de conversation, plus faciles que prévu, excellent travail, paiement vendredi. Paiement vendredi. Cette phrase m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Ce n'était pas la première fois que j'entendais quelque chose comme ça, mais cette fois-ci, le contexte m'a complètement arrêté au milieu du couloir animé du tribunal. Au cours des derniers mois, Rebecca avait fait 3 voyages à Seattle pour se détendre avec des amis. Des voyages qui coûtaient plus cher que notre budget mensuel total. Des voyages qui coïncidaient exactement avec les périodes où je faisais plus d'heures supplémentaires pour compenser ces frais médicaux spéciaux. Et maintenant, après une audience qui avait duré moins de 40 minutes, après une décision qui allait changer nos vies à jamais, j'entendais les avocats parler de paiement. Je suis arrivé à mon appartement dans une sorte de transe. L'endroit semblait plus petit, plus vide, comme s'il savait qu'il ne serait bientôt plus habité que par une seule personne. Je me suis assis dans le fauteuil que j'avais acheté lorsque Rebecca et moi avions emménagé ensemble, le même fauteuil dans lequel j'imaginais lire des histoires aux jumeaux avant de les coucher. C'est alors que mon téléphone a sonné. Mika, c'est Dave. Mon frère aîné, analyste financier à San Francisco. Je viens de recevoir ton message au sujet de l'audience. Comment ça s'est passé? Je lui ai tout raconté. Chaque détail, chaque expression, chaque mot qui m'avait dérangé. Dave m'a écouté en silence, ne posant que des questions spécifiques sur la chronologie et les montants. Mika, a-t-il finalement dit, d'une voix empreinte d'un sérieux que je lui connaissais rarement. Tu décris un schéma très spécifique. Des voyages coûteux, des frais médicaux gonflés, des avocats haut de gamme pour une affaire relativement simple, et une décision judiciaire qui a complètement ignoré les preuves en votre faveur. Que veux-tu dire? Je dis que cette femme dans la rue avait peut-être raison. Peut-être que quelqu'un a vraiment acheté la juge. Le silence entre nous s'est prolongé pendant de longues secondes. C'était une accusation grave, le genre de chose qui changerait tout si elle était vraie. Mais plus j'y réfléchissais, plus les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Dave, dis-je lentement, si c'est vrai, comment puis-je le prouver?
Tout d'abord, vous avez besoin d'un vrai avocat. Jennifer Walsh est une personne bien, mais elle est complètement hors de votre portée. Ensuite, tu dois commencer à tout documenter. Chaque transaction, chaque coïncidence, chaque incohérence. Après avoir accroché, je suis resté allongé à regarder le plafond de mon appartement, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois, de l'espoir. Pas l'espoir passif que les choses s'améliorent comme par magie, mais l'espoir actif de quelqu'un qui avait enfin un plan. Rebecca et celui qui était derrière cette manipulation avaient commis une erreur fondamentale. Ils avaient sous-estimé un père déterminé à se battre pour ses propres enfants. Et je commençais tout juste à découvrir jusqu'où j'étais prête à aller. La première chose que j'ai faite le lendemain matin a été d'appeler Amanda Richardson, une avocate spécialisée dans la corruption judiciaire que Dave avait trouvée par l'intermédiaire d'un collègue à San Francisco. Sa voix au téléphone était ferme, professionnelle, mais lorsque je lui ai expliqué ma situation, j'ai remarqué un léger changement dans son ton. « Monsieur Mika », a-t-elle dit après un long silence, « ce que vous décrivez correspond à des schémas très spécifiques. La juge Patricia Monroe a un passé intéressant. Puis-je vous recevoir aujourd'hui à 15 heures ? Je suis arrivé à son bureau dans le centre-ville de Portland avec un dossier rempli de documents que j'avais préparés pendant la nuit. Les relevés bancaires de Rebecca, les reçus des voyages mystérieux, les registres des frais médicaux spéciaux qui n'avaient jamais aucun sens. Amanda était une femme d'une cinquantaine d'années, aux cheveux gris parfaitement coiffés, avec des yeux qui semblaient capables de détecter les mensonges à des kilomètres. « Asseyez-vous », m'a-t-elle dit en m'indiquant un fauteuil en cuir devant son bureau. « Je vais être direct avec vous. Au cours des 2 dernières années, j'ai reçu 4 consultations concernant la juge Monroe. Toutes concernaient des affaires de garde d'enfants où la partie la moins fortunée avait perdu de manière surprenante. Mon estomac s'est noué. D'autres personnes ont vécu la même chose que moi. Des cas similaires, oui. Des parents dévoués qui ont perdu la garde au profit d'anciens partenaires disposant d'avocats coûteux et de relations douteuses. Elle ouvrit un tiroir et en sortit un dossier fin. Le problème, c'est que la corruption judiciaire est extrêmement difficile à prouver. Les juges sont presque intouchables dans le système. Presque. Amanda sourit pour la première fois depuis mon arrivée. Presque. Il existe une enquêtrice privée qui travaille exclusivement sur des affaires de corruption. Ancienne agente du FBI, elle est spécialisée dans le suivi des pistes financières. Elle coûte cher, mais si quelqu'un peut trouver des preuves concrètes, c'est bien elle. 2 heures plus tard, j'étais assis dans un café du quartier Pearl District, attendant Victoria Chen. Quand elle est arrivée, elle ne correspondait en rien à l'image que je me faisais d'une ancienne agente fédérale. Petite, asiatique, vêtue d'un jean et d'une veste en cuir, elle ressemblait davantage à une étudiante de 3e cycle qu'à une enquêtrice qui avait fait tomber des politiciens corrompus. « Vous êtes Mika ?» demanda-t-elle en me tendant la main. Sa poignée de main était ferme, confiante. « Amanda m'a parlé de votre affaire. La juge Monroe est intéressante. » « Intéressante comment ?» Victoria commanda un double café avant de répondre. Elle a acheté une maison à Bend l'année dernière. 350 000 $, payé comptant. Le salaire d'un juge ne permet pas ce genre d'achat, surtout quand on sait qu'elle a 2 enfants à l'université. Je sentis une décharge d'adrénaline couler dans mes veines. Vous enquêtiez déjà sur elle ? De manière informelle. Mon instinct me dit qu'il y a quelque chose de louche, mais j'ai besoin de plus de preuves. Votre affaire pourrait être la pièce manquante du puzzle. Elle se pencha en avant. Mais vous devez comprendre que cela ne sera ni rapide ni bon marché. Si elle est vraiment corrompue, les personnes derrière tout cela sont intelligentes et organisées. Combien cela coûterait-il ? 15 000 pour commencer. Plus, selon ce que nous trouverons. 15 000 $. C'était pratiquement toutes mes économies, l'argent que j'avais mis de côté pour l'avenir des jumeaux. Mais en regardant Victoria, en voyant la détermination dans ses yeux, j'ai compris que cela pourrait être ma seule chance réelle de prouver la vérité. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Elle a souri. J'ai déjà commencé hier soir. Pendant que Victoria faisait jouer ses relations et ses sources, j'ai commencé à documenter tout ce qui concernait Rebecca d'une manière que je n'avais jamais faite auparavant. Chaque dépense étrange, chaque voyage mystérieux, chaque changement de comportement depuis qu'elle avait découvert sa grossesse. Le schéma qui se dessinait était encore plus troublant que je ne l'avais imaginé. Les voyages à Seattle n'étaient pas seulement pour se détendre avec des amis. J'ai découvert grâce à une ancienne carte de crédit qu'elle avait oublié d'annuler qu'elle séjournait au Four Seasons, faisait des achats de luxe et dînait dans des restaurants qui coûtaient plus cher que mon salaire hebdomadaire. Tout cela alors qu'elle me disait qu'elle devait économiser pour les bébés. Mais c'est lorsque j'ai trouvé son carnet que tout est devenu vraiment clair. Rebecca a toujours été organisée, obsédée par les listes et la planification.
Le carnet était caché au fond d'un tiroir de la chambre, parmi de vieux documents universitaires. Les premières pages contenaient des notes normales sur la grossesse, rendez-vous médicaux, vitamines, symptômes. Mais au milieu du carnet, une section m'a glacé le sang. Stratégie M était écrit en haut d'une page. En dessous, une liste détaillée de tout ce qu'elle avait prévu pour me retirer la garde de nos enfants avant même leur naissance. Documenter l'instabilité financière, changement fréquent d'emploi. Mettre en évidence un comportement agressif, enregistrer les discussions sur l'argent. Établir un schéma de négligence, absence due à un excès de travail. S'assurer une représentation juridique supérieure, contact MH confirmé. MH Marcus Hartwell, l'avocat qui m'avait détruit lors de l'audience. Mais c'est la dernière entrée qui m'a coupé le souffle. PM a confirmé sa coopération, paiement comme convenu. PM juge Patricia Monroe. J'ai photographié chaque page, les mains tremblantes. Rebecca avait tout planifié. Chaque discussion que nous avions eue au sujet de l'argent avait été provoquée intentionnellement afin qu'elle puisse m'enregistrer. Chaque fois que je remettais en question ses dépenses excessives, elle en faisait une preuve de comportement contrôlant. Mon dévouement au travail, qui avait toujours été destiné à subvenir aux besoins de notre famille, était présenté comme de la négligence. Et elle avait acheté une juge. À ce moment-là, assis sur le sol de notre chambre, regardant la preuve écrite de la trahison la plus calculée que j'ai jamais connue, quelque chose de fondamental a changé en moi. Ce n'était plus de la colère ou de la tristesse. C'était une clarté froide, cristalline, sur ce qui devait être fait. Rebecca avait transformé notre vie en une pièce de théâtre dont j'étais le seul à ne pas savoir que je jouais un rôle. Elle avait utilisé ma grossesse, nos enfants qui n'étaient pas encore nés, comme des armes contre moi. Elle avait corrompu le système judiciaire qui était censé protéger les familles. Mais elle avait commis deux erreurs fondamentales. Premièrement, elle avait tout documenté, pensant que je ne trouverais jamais ses notes. Deuxièmement, elle ne savait pas que j'avais hérité de mon père quelque chose de bien plus précieux que l'argent. La patience de planifier méticuleusement et la détermination de ne jamais abandonner quand quelque chose comptait vraiment. J'ai appelé Victoria Chen. J'ai trouvé ce dont nous avons besoin, ai-je simplement dit. Le carnet de Rebecca? Je suis resté silencieux pendant un moment. Comment le saviez-vous? Les narcissiques documentent toujours leur victoire. Cela fait partie du jeu psychologique. Qu'a-t-elle écrit? Je lui ai tout raconté. Chaque entrée, chaque abréviation, chaque détail du complot que ma propre femme avait orchestré contre moi. Victoria a écouté en silence, posant parfois des questions précises. Mika, a-t-elle finalement dit, cela change tout. Avec cette documentation, je peux retracer les paiements, confirmer les liens, monter un dossier que même le ministère public fédéral ne pourra ignorer. Combien de temps cela prendra-t-il? Pour corruption judiciaire, quelques semaines pour les preuves préliminaires, quelques mois pour monter un dossier solide. Mais en attendant, vous devez agir comme si rien n'avait changé. Rebecca ne doit pas se douter que vous êtes au courant. Raccrocher le téléphone et continuer à vivre dans le mensonge a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Mais chaque fois que Rebecca rentrait à la maison avec un nouvel achat coûteux, chaque fois qu'elle se plaignait de mes problèmes de contrôle, lorsque je remettais en question nos dépenses, chaque fois qu'elle posait sa main sur son ventre et parlait de nos bébés, je me souvenais des pages de ce cahier. Et si vous suivez ce parcours vers la découverte de la vérité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir comment un homme ordinaire peut affronter tout un système lorsqu'il se bat pour la justice. Car ce que Rebecca et la juge Monroe ne savaient pas, c'est que j'avais passé toute ma vie à réparer des systèmes complexes que d'autres avaient détruits. Et maintenant, j'avais enfin trouvé le système le plus important que je devais réparer. Et cette fois, je ne travaillais pas seul. Au cours des 3 semaines suivantes, j'ai transformé ma vie en une opération d'enquête secrète. Chaque matin, je me réveillais à 5h30 pour organiser les preuves avant d'aller travailler. Je passais chaque déjeuner au téléphone avec Victoria Chen, qui me tenait au courant des pistes financières qu'elle suivait. Chaque soir, après que Rebecca se soit endormie, je documentais méticuleusement les nouveaux comportements suspects. Victoria avait établi un calendrier précis. 2 mois pour monter un dossier solide, m'expliqua-t-elle lors de notre rendez-vous hebdomadaire au Café Pearl District. 3 s'ils essaient de dissimuler des preuves lorsqu'ils se rendront compte que nous enquêtons. Et si Rebecca découvre ce que nous faisons? Alors nous perdrons notre seul avantage, l'effet de surprise. Victoria but une gorgée de café et me regarda droit dans les yeux. Mika, vous devez comprendre que nous avons affaire à des personnes qui ont corrompu le système judiciaire. Si elles soupçonnent quoi que ce soit, elles accéléreront le processus et rendront impossible toute chance de récupérer la garde. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à réaliser que je menais 2 vies parallèles. Pendant la journée,
Je jouais le rôle du mari vaincu qui avait accepté l'humiliation en silence. La nuit, je me transformais en enquêteur déterminé à exposer un complot qui allait bien au-delà de mon affaire personnelle. Amanda Richardson avait trouvé les autres cas mentionnés par Victoria. 4 pères ont perdu la garde de leurs enfants dans des circonstances similaires au cours des 2 dernières années, m'a-t-elle expliqué lors de notre réunion dans son bureau. Tous avaient des ressources financières limitées. Tous ont dû faire face à d'anciens conjoints représentés par des avocats coûteux. Tous ont perdu de manière surprenante devant la juge Monroe. Pouvons-nous les contacter? Je les ai déjà contactés. 2 d'entre eux sont prêts à coopérer si nous obtenons des preuves concrètes. Les 2 autres? Eh bien, l'un a déménagé dans un autre État et l'autre. Amanda hésita. L'autre a tenté de se suicider après avoir perdu ses enfants. Il est hospitalisé dans une clinique de désintoxication. Cette information m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Un autre père avait été détruit par le même stratagème qui m'avait presque détruit. La différence était que j'avais eu la chance de rencontrer cette femme mystérieuse dans la rue, d'avoir un frère fortuné, de découvrir le cahier de Rebecca avant qu'il ne soit trop tard. Victoria a trouvé quelque chose d'intéressant sur les avocats, a poursuivi Amanda en ouvrant un dossier. Marcus Hartwell, qui a représenté Rebecca, a un schéma récurrent. Au cours des 3 dernières années, il a gagné 16 des 17 affaires de garde. Un taux de réussite de 94%. Est-ce possible? Pas dans une juridiction normale. Mais si vous avez une juge qui coopère. Amanda haussa les épaules. Il devient très facile de passer pour un génie juridique. C'est alors que Victoria m'a appelé avec des nouvelles qui ont tout changé. Mika, j'ai besoin que tu viennes à mon bureau. Tout de suite. J'ai trouvé le lien financier. Je suis arrivé au petit bureau de Victoria en 20 minutes, le cœur battant si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Elle était assise devant 3 écrans, des documents éparpillés sur son bureau, une expression de satisfaction concentrée sur le visage. Pine Ridge Consulting, a-t-elle dit en pointant l'écran principal. La société fantôme que votre femme a mentionnée dans son carnet. J'ai réussi à retracer les paiements. À l'écran, un tableau complexe montrait des transferts d'argent qui ressemblaient à un jeu de puzzle financier élaboré. Rebecca a effectué 3 dépôts de 15 000 $ chacun au cours des 6 derniers mois. L'argent a été transféré via Pine Ridge vers un compte aux îles Caïmans, puis est revenu via une autre société fantôme vers un compte personnel enregistré au nom de Patricia Monroe. J'eus l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. 45 000 $. 45 000 $ pour acheter une décision de garde qui changerait sa vie à jamais. Victoria se cala dans son fauteuil. Mais voici ce qui est intéressant. Rebecca n'a pas cette somme, n'est-ce pas? C'était vrai. Nos salaires combinés couvraient à peine nos dépenses mensuelles. Comment a-t-elle obtenu 45 000 $? Victoria a souri. C'est la question qui va faire s'écrouler tout le château de cartes. Parce que l'argent venait de Marcus Hartwell. Mon esprit s'est bloqué pendant un instant. Son avocat a financé le pot de vin? Il ne l'a pas seulement financé. Il a coordonné toute l'opération. Pine Ridge Consulting est enregistré au nom de sa femme. Le compte aux îles Caïmans a été ouvert par lui-même lors d'un voyage d'affaires le mois dernier. Victoria tourna l'un des écrans vers moi. Mika, ton affaire ne concernait pas seulement la garde. Il s'agissait de tester un nouveau modèle commercial. Un modèle commercial. Des avocats corrompus identifient des clients aux ressources limitées dans des affaires de garde d'enfants, leur offrent une représentation haut de gamme en échange d'un pourcentage des biens matrimoniaux, puis garantissent des victoires grâce à des pots de vin judiciaires. C'est un système parfait. Les clients croient qu'ils paient pour l'excellence juridique, alors qu'en réalité, ils paient pour des décisions achetées. Je commençais à comprendre l'ampleur réelle du complot. Il ne s'agissait pas seulement de moi et de Rebecca. Il s'agissait de transformer le système judiciaire familial en un stratagème d'enrichissement pour des avocats sans scrupules et des juges corrompus. Combien de cas? Jusqu'à présent, nous en avons identifié au moins 12 au cours des 2 dernières années. Toujours le même schéma. La partie la moins fortunée perd, la partie la plus fortunée gagne, Hartwell reçoit une commission généreuse, Monroe reçoit sa part du pot de vin. Victoria prit une autre série de documents. Mais c'est là que ça devient intéressant. Elle me montra les relevés bancaires de Monica Monroe, la sœur de la juge. Patricia ne reçoit pas l'argent directement. Il est déposé sur le compte de sa sœur, qui est censée aider à financer la rénovation de la maison de la juge. Comment avez-vous eu accès à ces informations? Victoria sourit mystérieusement. J'ai des contacts dans l'institution financière. Des personnes qui se soucient autant que nous de l'intégrité du système. À ce moment-là, j'ai réalisé que nous ne faisions pas que monter un dossier.
Nous étions en train de démanteler une opération criminelle qui avait détruit des familles entières et corrompu les fondements de la justice familiale. Que faisons-nous maintenant? Maintenant, nous préparons un piège. Victoria m'expliqua le plan pendant l'heure qui suivit. En utilisant mon accès aux informations de Rebecca et ma connaissance des habitudes financières de Hartwell, nous pourrions documenter une transaction de corruption en temps réel. Nous avons besoin d'une situation où ils seront contraints d'effectuer un autre paiement, et nous serons là pour observer. Comment? Vous demanderez une audience de réexamen. L'idée m'a à la fois terrifié et enthousiasmé. Rebecca va se méfier. Pas si nous nous y prenons correctement. Vous allez réengager Jennifer Walsh, demander une audience sur la base de preuves médicales supplémentaires concernant votre capacité à vous occuper des jumeaux à leur naissance. C'est exactement le genre de démarche qu'un père désespéré ferait. Et ça va marcher? Si nous avons raison au sujet du stratagème, Hartwell et Monroe voudront s'assurer que vous perdiez à nouveau. Surtout maintenant qu'il y a plus d'argent en jeu avec la naissance imminente des bébés. Victoria m'a regardé droit dans les yeux. Mika, si vous suivez cette enquête qui change des vies, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir comment la vérité finit toujours par triompher de la corruption. Vont-ils effectuer un autre paiement? Ils seront obligés d'effectuer un autre paiement. Et cette fois, nous aurons chaque centime documenté, chaque transfert suivi, chaque conversation enregistrée. Je suis sorti du bureau de Victoria avec un sentiment que je n'avais pas éprouvé depuis des mois. Un véritable espoir. Pas l'espoir passif que les choses s'améliorent d'elles-mêmes, mais l'espoir actif de quelqu'un qui avait enfin les outils nécessaires pour se battre. Mais quand je suis rentré à la maison, Rebecca m'attendait dans le salon, une enveloppe ouverte à la main et une expression que je n'avais jamais vue auparavant. « Mika, » dit-elle calmement, « je pense que nous devons parler de tes activités récentes. » Mon sang se glaça lorsque je vis l'enveloppe dans les mains de Rebecca. C'était le rapport financier que Victoria m'avait remis sur Pinridge Consulting. Celui que j'étais absolument certaine d'avoir caché dans la boîte à gants de ma voiture. « Où as-tu trouvé ça ?» ai-je demandé, en essayant de garder une voix calme tandis que mon esprit s'efforçait de comprendre comment elle avait pu y avoir accès. Rebecca a souri, mais ce n'était pas le sourire que je connaissais. C'était quelque chose de plus froid, de calculé, presque prédateur. « Mika, tu pensais vraiment pouvoir enquêter sur moi sans que je m'en aperçoive? J'ai des gens qui t'observent depuis des semaines. » Des gens. Elle s'est levée lentement et s'est dirigée vers la fenêtre du salon. Son ventre de 7 mois semblait en décalage avec la froideur de sa voix. Marcus Hartwell a des contacts dans divers secteurs. Des détectives privés, des experts en sécurité, des gens qui savent suivre quelqu'un discrètement. J'eus l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Tout le travail de Victoria, toute la documentation minutieuse, tout le plan méticuleux. Rebecca savait tout. Alors tu admets que tu connais Marcus Hartwell autrement que comme ton avocat? Rebecca a ri, un son qui m'a fait frissonner. Mika, tu es tellement naïf. Marcus et moi nous connaissons depuis 2 ans. Bien avant que je tombe enceinte. Bien avant que nous décidions que tu étais devenu un obstacle. Un obstacle à quoi? À l'avenir que je mérite. Elle s'est tournée vers moi pour me regarder droit dans les yeux. Tu travailles comme technicien en électronique, Mika. 40 000 $ par an. Tu pensais que j'allais élever 2 enfants dans un appartement loué, conduire une Honda vieille de 10 ans, acheter des vêtements en solde? Le masque était complètement tombé. La femme que j'aimais, avec laquelle j'avais prévu de fonder une famille, avait été remplacée par quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Alors tout était prévu depuis le début. Pas depuis le début, dit-elle d'un air pensif. Au départ, je pensais vraiment que tu pourrais évoluer professionnellement, que nous pourrions avoir la vie que je souhaitais pour nous deux. Mais après 2 ans à te voir te contenter de la médiocrité. Elle haussa les épaules. Marcus m'a montré une alternative. Et la juge Monroe? Patricia est pragmatique. Elle comprend que certaines familles ont plus de ressources pour offrir une stabilité à leurs enfants. Rebecca a touché son ventre. Nos enfants méritent ce qu'il y a de mieux. Nos enfants? Tu veux dire tes enfants? Exactement. Mes enfants. Avec mon nom, ma garde, mon contrôle total sur leur avenir. À ce moment-là, j'ai eu une vision cristalline de ce que je devais faire. Rebecca avait commis une erreur fondamentale. Elle en avait trop dit, trop tôt, en supposant que j'étais complètement vaincu. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-elle, sa confiance vacillant pour la première fois. « J'appelle Victoria Chen. »« Mika, tu ne comprends pas. Nous savons déjà pour Victoria. Nous savons déjà pour Amanda Richardson. Nous savons déjà pour tous vos contacts. Le jeu est terminé. » J'ai appuyé sur le bouton de rappel.
Le téléphone a sonné une fois avant que Victoria ne réponde. Mika, tout va bien? Vous semblez tendu. Victoria, ai-je dit calmement, en regardant Rebecca droit dans les yeux, vous pouvez lancer l'opération miroir. Rebecca fronça les sourcils. Opération quoi? Victoria rit à l'autre bout du fil. Parfait. 45 minutes pour te mettre en place. Confirme quand tu seras en position. Confirmé, répondis-je en raccrochant. Rebecca était désormais pâle. De quoi parlez-vous? Tu as commis une erreur, Rebecca. Tu as supposé que nous étions des amateurs. Je me rendis dans la cuisine et pris un verre d'eau, buvant lentement tout en organisant mes pensées. Rebecca me suivit, ses questions devenant plus pressantes, plus désespérées. Mika, explique-moi tout de suite ce qui se passe. Tu te souviens quand tu as mentionné que Marcus avait des contacts dans divers secteurs? Des enquêteurs, des experts en sécurité? Je posai le verre dans l'évier. Victoria a aussi des contacts. De meilleurs contacts. Ça n'a aucun sens. Ça a tout son sens. Tu vois, pendant que vous me surveilliez, pensant avoir 3 longueurs d'avance, nous documentions chacun de vos mouvements. Chaque rencontre entre toi et Marcus, chaque transfert financier, chaque conversation téléphonique. Rebecca s'est appuyée contre le comptoir de la cuisine. C'est impossible. Victoria Chen n'est pas seulement une détective privée, Rebecca. Elle est une ancienne agente du FBI, spécialisée dans les opérations de renseignement. Lorsque nous avons soupçonné que vous pouviez nous surveiller, nous avons transformé cela en avantage. Je pris à nouveau mon téléphone et lui montrai une série de photos. Rebecca rencontrant Marcus dans un hôtel à Seattle. Marcus remettant une enveloppe à une femme que nous avons reconnue comme étant Monica Monroe, la sœur de la juge. Patricia Monroe signant des documents dans un restaurant chic en présence de Marcus. Chacun de vos mouvements a été documenté, Rebecca. Chaque rencontre, chaque transaction, chaque complot. Mais vous ne pouvez pas utiliser ça. Ce n'est pas légal. Oh, mais si. Victoria a une licence d'enquête privée, et toutes ces photos ont été prises dans des lieux publics. Elles sont tout à fait admissibles comme preuve. Le téléphone a sonné à nouveau. Victoria. Mika, c'est l'heure. Allumez les informations locales, chaîne 12. Je me suis dirigé vers le salon et j'ai allumé la télévision. Rebecca me suivit, d'un pas hésitant, comme si elle se rendait à son exécution. La présentatrice du journal télévisé local apparut à l'écran, l'air grave. Ce soir, lors d'une opération coordonnée entre le FBI et le ministère public fédéral, 3 personnes ont été arrêtées pour corruption judiciaire et complot en vue de frauder le système judiciaire familial. Les images ont changé pour montrer Marcus Hartwell menotté, emmené de son bureau dans le centre de Portland. Rebecca s'est effondrée dans le fauteuil derrière elle. La juge Patricia Monroe a été suspendue de ses fonctions et fait l'objet d'une enquête pour avoir accepté des pots de vin en échange de décisions judiciaires favorables dans des affaires de garde familiale. L'image suivante montrait Monica Monroe, la sœur de la juge, emmenée depuis une agence bancaire. Il s'agit d'une affaire en cours qui révèle un système sophistiqué de manipulation du système judiciaire, affectant plusieurs familles au cours des 2 dernières années. Rebecca m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. De la terreur pure. Mika, Tu quoi, Rebecca? Tu es désolée? Tu ne voulais pas que ça en arrive là? J'ai éteint la télévision. Tu as corrompu le système qui était censé protéger nos enfants. Tu as vendu l'intégrité de notre famille pour de l'argent. Mais je ne savais pas qu'il faisait l'objet d'une enquête. Marcus m'avait dit que tout était sous contrôle. Marcus t'a menti, tout comme tu m'as menti. La différence, c'est que Marcus savait exactement dans quoi il s'embarquait. Tu n'étais qu'un pion dans son jeu. Mon téléphone a sonné une 3e fois. Amanda Richardson. Mika, l'opération a été un succès total. Le FBI a suffisamment de preuves pour poursuivre toutes les personnes impliquées. Et concernant ta situation en matière de garde. Oui, avec la révélation de la corruption judiciaire et les preuves de complot contre vous, votre garde sera automatiquement annulée. De plus, Rebecca pourrait faire l'objet de poursuites pénales pour avoir participé activement au complot. Rebecca a écouté chaque mot. Ses mains tremblaient lorsqu'elle a finalement pris la parole. Mika, s'il te plaît. Pense au bébé. Pense à notre famille. Je la regardais. Cette femme qui avait porté nos enfants tout en complotant pour me les enlever à jamais, qui avait corrompu des juges et conspiré avec des criminels, qui avait transformé notre vie en un mensonge élaboré. J'ai pensé à notre famille, Rebecca. J'y ai pensé tout le temps. C'est exactement pour cela que je me suis battu pour la sauver.
Le téléphone de Rebecca a commencé à sonner. Elle a regardé l'écran et a pâli encore plus. « C'est Marcus », a-t-elle murmuré. « Réponds. » Les mains tremblantes, elle a accepté l'appel. La voix de Marcus était suffisamment forte pour que je l'entende. « Rebecca, tu dois partir immédiatement. Le FBI est à la recherche de tous les clients impliqués. Tu peux être arrêté à tout moment. » Rebecca m'a regardé, puis le téléphone, puis moi à nouveau. « Marcus », a-t-elle dit lentement, « je pense qu'il est déjà trop tard. » C'est à ce moment-là qu'on a frappé à la porte. 3 agents fédéraux sont entrés dans mon appartement avec des mandats de perquisition qui ont transformé notre salon en scène de crime. Rebecca a été emmenée menottée, ses larmes enfin sincères pour la première fois depuis des mois. Alors qu'elle implorait la clémence dans le couloir, je tenais les documents qui confirmaient ma garde exclusive des jumeaux. L'opération fédérale a été plus dévastatrice que Victoria ne l'avait promis. Marcus Hartwell a été condamné à 7 ans de prison pour corruption judiciaire et blanchiment d'argent. La juge Patricia Monroe a perdu définitivement sa licence et a été condamnée à 5 ans de prison. Monica Monroe, la sœur qui avait facilité les transactions, a été condamnée à 3 ans et a vu tous ses biens confisqués. Rebecca a négocié une collaboration récompensée, fournissant des détails supplémentaires sur d'autres avocats impliqués dans le complot. En échange, elle a été condamnée à 2 ans d'assignation à résidence et a perdu définitivement tout droit de garde sur nos enfants. Pendant le procès, lorsque le procureur a lu à haute voix des extraits de son carnet détaillant comment elle avait prévu de me manipuler psychologiquement, j'ai vu pour la première fois la femme que j'avais réellement épousée. Calculatrice. Froide. Prête à détruire n'importe qui pour obtenir ce qu'elle voulait. Les jumeaux sont nés prématurément en raison du stress lié au procès, mais en bonne santé. Thomas et Elena. Lorsque j'ai tenu mes enfants dans mes bras pour la première fois à l'hôpital, j'ai compris que toute la douleur, toute l'humiliation, toute la lutte en valait la peine. Ils ne connaîtraient jamais une mère qui ne les voyait que comme des pions dans un jeu de pouvoir. Victoria Chen a reçu une prime substantielle du FBI pour l'opération qui a permis de mettre au jour un réseau de corruption s'étendant sur 4 États. Vous avez sauvé de nombreuses familles, m'a-t-elle dit la dernière fois que nous nous sommes parlé. Le réseau était en pleine expansion. Si nous n'avions pas agi. Amanda Richardson m'a aidé à poursuivre Rebecca au civil pour préjudice moral et financier. La somme récupérée a non seulement couvert mes frais juridiques, mais a également permis de constituer un solide fonds d'éducation pour Thomas et Elena. La justice a de nombreux visages, m'a expliqué Amanda lorsque nous avons signé l'accord. Parfois, le plus important est le visage financier. Dave, mon frère, a déménagé à Portland pour m'aider à m'occuper des enfants pendant la première année. Je n'ai jamais douté que tu gagnerais, m'a-t-il dit alors que nous montions la chambre d'enfant que Rebecca avait commencé à décorer avec l'argent volé. Tu as toujours été trop têtu pour accepter l'injustice. 5 ans plus tard, je dirige ma propre société de conseil en sécurité électronique, spécialisée dans la détection des fraudes d'entreprise. L'ironie ne m'échappe pas. Mon expérience en tant que victime de manipulation m'a rendu particulièrement apte à protéger les autres. Thomas et Elena, aujourd'hui âgés de 5 ans, sont des enfants brillants, curieux, complètement étrangers au drame qui a précédé leur vie. Rebecca a purgé sa peine et a déménagé dans un autre État. Elle tente parfois de nous contacter par l'intermédiaire d'avocats, proposant toujours des compromis concernant les droits de visite. Mes réponses sont toujours les mêmes. Ces droits ont été légalement et définitivement révoqués. Les enfants savent qu'ils ont une mère biologique, mais pour eux, la famille signifie des personnes qui placent leur bien-être avant tout. La dernière fois que j'ai vu Marcus Hartwell, c'était lors d'une audience de libération conditionnelle qui lui a été refusée. Il semblait plus petit, brisé, complètement différent du prédateur juridique qui avait orchestré tant d'injustices. Lorsque nos regards se sont croisés, je n'ai vu qu'un homme qui avait tout perdu en pariant qu'il ne serait jamais découvert. Patricia Monroe travaille désormais comme secrétaire juridique dans une petite ville, gagnant en un mois ce qu'elle gagnait en une journée en tant que juge. Sa maison à Bend a été vendue aux enchères pour payer des amendes fédérales. Monica Monroe a déclaré faillite et vit dans un appartement subventionné. La leçon la plus importante que j'ai apprise ne concerne pas la vengeance ou la justice, mais la persévérance. Lorsque le système échoue, lorsque des personnes corrompues se croient intouchables, lorsque vous vous sentez complètement vaincu, la seule réponse est de refuser d'accepter la défaite. Il faut tout documenter, chercher de l'aide, construire des alliances et ne jamais, jamais abandonner lorsque vos enfants dépendent de vous. Aujourd'hui, lorsque Thomas demande pourquoi nous avons tant de photos de lui et d'Elena, mais aucune de toute la famille réunie, je lui explique que parfois les familles commencent de manière compliquée, mais que ce qui compte, c'est la façon dont elles grandissent. Et notre famille a grandi forte, honnête et unie. Si cette histoire de lutte contre un système corrompu vous a touché,
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de personnes ordinaires confrontées à des injustices extraordinaires. Car au final, la vérité finit toujours par triompher. La femme mystérieuse qui m'a alerté sur la corruption n'est jamais réapparue. Je me demande parfois si elle était réelle ou si c'était simplement ma conscience qui me poussait à remettre en question ce qui semblait inévitable. Peu importe. Ces paroles ont sauvé ma famille et ont changé notre vie pour toujours. Et aujourd'hui, quand quelqu'un essaie de me convaincre que on ne peut rien faire contre les personnes puissantes, je souris simplement et je raconte l'histoire d'un technicien en électronique qui a démantelé tout un réseau de corruption judiciaire. Car parfois, la personne dont il se méfie le moins est justement celle qu'il devrait craindre. Психанул, быстрее всех пришел. Привет, лепесточек, привет. Так, у меня петличка работает, мне слышно? Или не слышно? Короче, как слышно. Так, я собираюсь кататься на машине. Кто знает, я давно получила права, но я не ездила на своей машине, потому что у меня нет своей машины, логично. А больше мне никто не доверяет. И мы поедем с Азаматом кататься. Вот. И я капец как хочу спать. Я не знаю, что мне с этим делать. Пападумер, привет, спасибо тебе большое, видела тебя у Таси. Как дела у тебя? Да, второй раз. Приветик, котки Скай, привет. Что вы там? Ну, знаете, я вот сейчас так запустила. Я такая, блин, какой кайф быть у самой себя на стриме. Я как будто бы дома. Да, не вижу чужих людей. И не вижу чужие сообщения. На душе спокойнее, пока мама по 24/7 заботой. Это хорошо. И это хорошо. Ты сейчас кататься? Да, я жду Азамата. Глеб там тоже собирается, вроде как. И мы едем кататься на машине. Кстати, не знаю, будет ли Азамат стрим запускать. И Глеб сказал, что у него что-то с вебкой произошло. Поэтому либо у меня только будет стрим, либо у Азамата тоже будет. У Азамата поприятней картинка, конечно, за машиной. Приветик, Миксти, приветик. Давно его не слышал. В смысле? Мы с ним только стримили недавно. Когда? Вчера. А Глеба не было у Таси? Не было. Мы с Тасей хотели чисто так, девочками, пойти на йогу, пойти там на турники. Но, к сожалению, в Москве был дождь. И мы остались дома. Может, и к счастью. Видите, куда это привело? Лягушка-путешественница. В Москву приехала, да? Путешествие, как будто бы полземного шара объехала. Ну, хотя у меня сейчас пишет из Токио, но я боюсь, что я не смогу совмещать
Токио и стримы, и поэтому у меня нет особого желания ехать. Я, кстати, сидела у меня на стриме, если помнишь. Помню. Обалдеть. Стримлер тоже. Привет. Глеб — это мой модератор. Ну, он тоже стример. Мы друзья просто. В Токио, да, у меня просто агентство хочет, чтобы я приехала на пару контрактов, на пару работ. С одной стороны, это прикольно. Сейчас бы стримы из Токио. Вот именно, что в Токио прикольно, знаете, там поехать в Киото, поехать в Осаку, поехать на Фудзияму на весь день, поехать там оленей потрогать.